Bienvenue dans le film Dogman. Une enfance difficile sous la surveillance d'un père sadique a des répercussions sur un jeune garçon, qui a grandi dans une cage avec des chiens. Après s'être libéré, il se passionne pour le théâtre, et devient un justicier du peuple avec l'aide de chiens dressés. Le film commence par une nuit pluvieuse sur une route où une camionnette roule à vive allure, attirant l'attention de la police. Après avoir arrêté le véhicule, les agents découvrent au volant une jeune fille qui a oublié son permis de conduire, et qui porte une autre robe. Elle ne répond pas à la proposition de sortir, et la carrosserie s'avère pleine de chiens. Le coup de téléphone sera pour le psychiatre d'Evelyn. L'interlocuteur lui fait une proposition qui ne peut être refusée. Se présenter au travail. Après avoir placé l'enfant sous la surveillance de sa grand-mère, Evelyn se rend au poste de police pour procéder à l'examen du détenu. La patiente est une conductrice de camionnette qui fume par la fenêtre. Une blessure fraîche est visible dans son dos. Lorsque le suspect se retourne, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas d'une femme, mais d'un homme maquillé et portant une perruque. Evelyn explique que son travail consiste à déterminer ce qu'il faut faire de lui. Le détenu se présente comme Douglas. Lorsqu'on lui demande s'il a des enfants, il répond qu'il en a des centaines, sous-entendu des chiens. Pour expliquer son attachement aux animaux, Douglas se replonge dans ses souvenirs d'enfance. Il a grandi dans une famille de ploucs religieux typiques qui élevait des chiens pour le combat. Son père était une personne totalitaire et sadique. Et son frère aîné avait des habitudes similaires, sans compter que son intelligence n'était pas translucide. Et la mère, même si elle aimait le plus jeune, n'avait pas son mot à dire. Le petit Douglas aimait les chiens. Il les nourrissait en cachette, malgré les interdictions de son père qui avait besoin de chiens affamés et en colère. Ayant appris par son aîné que Douglas enfreint l'interdiction, son père décide de recourir à des méthodes éducatives radicales. Il enferme le garçon dans une cage avec des chiens. Les amis à fourrure gardent le nouvel ami au chaud en le couvrant de leur propre corps poilu. Bientôt, la mère s'enfuit de la maison d'accueil, enceinte. Elle veut élever son nouveau bébé dans des conditions normales. Enfin, elle remet une boîte de conserve au Douglas en cage. Le garçon a donc survécu à l'hiver sans même essayer de s'enfuir. Il n'y avait nulle part où aller de toute façon. Evelyn rentre chez elle le matin, où elle apprend par sa mère que son ex, dont le mari est interdit par le tribunal, traîne dans le quartier, voulant voir son fils. Douglas se souvient à la gare. Un jour, son frère a mis une pancarte sur la cage qui indiquait « Dogman » à l'intérieur. Peu avant son arrestation, il reçoit la visite d'un adolescent, Rowan, qui lui apporte un chiot jeté à la rue. Rowan lui demande de l'aide. Martha, la propriétaire de la laverie locale, est la cible du gang d'Elvé Dugo. Non seulement ils lui prennent tous les bénéfices, mais ils la forcent aussi à vendre ses propres affaires. Douglas promet de l'aider. Déguisé en femme portant une robe de deuil noire, il suit Elvé Dugo. Un gangster arrive dans un bar où se retrouve sa bande. Sur l'ordre de Douglas, un petit chien avec un téléphone entre les dents se faufile à l'intérieur. Il l'apporte au chef, en sautant sur la table, et il appelle. La curiosité prend le dessus. Elvé Dugo décroche le téléphone. Douglas, qui a commandé un plus gros chien, fait au criminel une offre qu'il ne peut pas refuser. Il laisse Martha tranquille, en échange, il ne lui montrera pas le tour de la morsure de chien. Faute d'alternative, il accepte. Le premier chien reçoit le téléphone et s'enfuit, suivi du second. Le chef dit à ses subordonnés de suivre les 4 chiens, mais ceux-ci se sont déjà enfuis. Evelyn, qui se dispute au téléphone avec son ex au sujet de l'interdiction de s'approcher de la maison, visite le logement de Douglas. Il y a des traces de balles partout, s'emparant de ses affaires. La femme retourne dans la cellule pour connaître la suite de l'histoire et rendre un verdict définitif. La première chose que la psychiatre veut savoir, c'est comment il a survécu à son premier séjour au refuge pour chiens. Un jour, son frère a repéré les chiots qu'il cachait et en a informé son père. Lorsque ce dernier est sorti avec un fusil de chasse, le garçon lui a bloqué l'accès à la cage en grognant. Les chiens se sont joints à l'émeute, rongeant les barreaux et les grilles. Ce faisant, le père tire accidentellement un coup de fusil. Le coup de feu fait tomber Douglas au sol. Le frère aîné emmène son père dans la maison et lance un mouchoir au frère cadet pour qu'il pense le doigt touché. Alors qu'il s'en va après avoir prié, le petit Douglas élabore un plan. Il met le doigt blessé dans un sac et demande à l'un des chiens de l'apporter à la voiture de police. Le chien sort par le trou qu'il a creusé plus tôt et s'enfuit. Elle traîne longtemps dans les rues avant de trouver la voiture qu'elle cherche. Saute sur le capot et y dépose un sachet d'empreintes digitales. Il pénètre dans la maison, arrête le père et le fils aîné, puis appelle une ambulance pour l'enfant en cage. Ce jour-là, Douglas a perdu la capacité de marcher normalement. La balle qui a emporté son doigt a ricoché sur le mur et s'est logée dans sa colonne vertébrale. Les médecins n'ont pas pris le risque de l'extraire pour ne pas endommager la moelle épinière. Désormais, chaque pas pouvait déloger la balle logée et être littéralement son dernier. Le père a finalement été condamné à 20 ans de prison. Il s'est suicidé 2 semaines après son arrestation. Le frère de Douglas a été condamné à 12 ans de prison, mais il a été libéré prématurément pour bonne conduite après 8 ans. L'un des chiens l'a attendu à l'extérieur de la prison et l'a poursuivi dans la rue. La course-poursuite a progressivement pris de l'ampleur jusqu'à ce qu'elle conduise l'un d'entre eux dans une impasse. Ils se sont jetés sur lui et,
Douglas a supporté l'affaire sans jamais dire comment l'homme est mort. Evelyn est tenue par la loi de faire un rapport si elle apprend qu'un meurtre a été commis sur un patient. Après avoir été libéré du chenil, Douglas est allé dans un orphelinat où il n'a pas pu se faire d'amis. Les enfants sont moins amicaux que les chiens, et personne ne veut jouer avec un handicapé. Mais le garçon a rencontré la bibliothécaire Salma, dont il est tombé amoureux au premier regard. La jeune fille le pousse à lire Shakespeare et à jouer dans une troupe de théâtre, qui met en scène des pièces du classique britannique. Salma lui a également appris à utiliser le maquillage, les produits de beauté et le travestissement pour se transformer en d'autres personnes. Les productions théâtrales le rendent heureux et modérément populaire. Bientôt, Salma quitta l'orphelinat, voyageant pour se produire à Broadway. Douglas collectionne dans un album les coupures de journaux relatant ses succès. Déjà adulte, il assiste à son spectacle et, après la représentation, se rend dans les coulisses pour lui parler en personne. À sa grande surprise, Salma le reconnaît et est heureuse de le rencontrer. Douglas lui a offert un album, à travers lequel il a suivi sa carrière. Le cadeau touche la jeune fille, puis un homme entre dans la loge, le metteur en scène du spectacle. Et en même temps, le mari de Salma est le futur père de son enfant. Accablé par la nouvelle, l'invité fait ses adieux et rentre chez lui, au refuge pour chiens où il travaille. Il est désespéré d'avoir compris qu'il ne sera pas heureux avec son premier amour. Douglas libère sa colère dans un éclair de rage, pour lequel il se lève même. Les chiens dans les enclos font écho à la chaux, et hurlent en ouvrant leur cage. Les animaux encerclent le garçon déchu et, comme ils le faisaient autrefois lorsqu'ils étaient enfants, réchauffent leur corps, léchant son visage dans un élan d'amour pur et sincère. Douglas se comporte comme une vraie femme au cœur brisé et raccourcit ses cheveux. Mais les problèmes ne viennent pas seuls, les autorités veulent fermer l'orphelinat pour sauver le budget. Douglas rappelle au bureau du maire que le refuge est financé par des dons, et que le seul financement municipal dont il dispose concerne les bâtiments. Mais c'est là que réside le problème. Le site doit être cédé à un promoteur immobilier qui en tirera un profit, et le LAD a jusqu'à lundi pour nettoyer. Pendant le week-end, Douglas est installé dans un laboratoire désaffecté du collège local avec tous les animaux domestiques, où il leur lit soigneusement Shakespeare. Cependant, il a besoin d'argent pour nourrir tant de bouches affamées. Il cherche donc un emploi, et se rend activement aux entretiens d'embauche, dans la mesure où sa situation le lui permet, mais partout il est poliment rejeté. Personne ne veut d'une personne en fauteuil roulant. Dans un café, à l'occasion d'une offre d'emploi, Douglas remarque une répétition d'hommes chantant dans des costumes féminins. Après avoir laissé couler une larme près de l'orphelinat, le garçon se propose comme artiste. Le propriétaire est sceptique, mais Douglas se lève de son fauteuil roulant pour dissiper ses doutes. Il peut se produire debout sans gâcher l'ambiance des visiteurs avec son apparence malsaine. Le groupe de chanteurs colorés réclame en chœur le garçon, et le patron cède et accepte. Bientôt, Douglas se maquille dans la loge, se préparant à ses débuts. Ses collègues le soutiennent, le font rouler jusqu'au milieu de la scène, et l'aident à se lever pour que, lorsque le rideau se lève, il apparaisse dans toute sa gloire devant le micro. Douglas interprète la chanson française de manière exemplaire, comme s'il avait non seulement appris Shakespeare dans son enfance, mais aussi étudié la formation vocale. Les collègues admiratifs ne pensent pas immédiatement à fermer le rideau après le numéro, et à rouler une chaise pour l'artiste fatigué, s'assurant que le nouveau venu se débrouille bien. Le propriétaire l'inclut dans le programme du vendredi. Evelyn précise ce qu'il fait d'autre que sa carrière de chanteur. Douglas admet qu'il a aidé des personnes à résoudre des problèmes de sécurité en faisant correspondre des animaux de compagnie. Il dit que les chiens lui obéissaient inconditionnellement, et le comprenaient parfaitement. Lorsqu'il cuisinait, il servait les bons ingrédients dès qu'il le disait. Après avoir découvert ce don étonnant, Douglas a appris aux chiens à voler des bijoux dans les maisons des riches. Lorsqu'il trouvait une faille, les amis à quatre pattes grimpaient à l'intérieur, et fouillaient l'espace à la recherche de choses savoureuses et utiles, c'est-à-dire de choses qu'ils pouvaient transporter dans leurs dents. Ce manque de respect pour la propriété privée attire l'attention de la compagnie d'assurance, qui est obligée d'indemniser le vol. L'enquêteur d'assurance Ackerman est chargé d'enquêter sur l'une des victimes. Après avoir interrogé la propriétaire et s'être demandé pourquoi les chiens de garde n'ont pas aboyé, il récupère un disque dur contenant des images de vidéosurveillance, et va les visionner. Assis devant les moniteurs, il rembobine les images jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un chien qui vacille. Elle se faufile dans la propriété, joue avec les chiens qui gardent la maison, puis grimpe dans la maison et en retire le collier. Se souvenant d'un incident similaire, Ackerman demande à voir les images des caméras de rue. Ce travail de longue haleine est récompensé. Il voit le même chien. Ackerman trouve une vidéo d'une camionnette garée dans laquelle le chien entre en courant, et qui est conduite par une personne en fauteuil roulant. Après avoir découvert le numéro, l'enquêteur trouve le coupable, mais n'est pas pressé de le dénoncer. Au lieu de cela, admirant le talent, il se rend dans un club où se produit un Douglas déguisé. Après la représentation, Ackerman se rend dans la loge pour remercier le chanteur, et l'inviter à dîner. Douglas refuse poliment, croyant avoir affaire à un vulgaire pervers. Il ne se doute pas que l'assureur le suit jusqu'à la maison, après quoi il se faufile dans la propriété. Ce qu'Ackerman ignore, c'est l'existence des caméras de sécurité.
Douglas ordonne aux animaux de se préparer à accueillir un invité qui menace son hôte avec une arme. Il a besoin des bijoux volés pour s'enrichir personnellement. Douglas donne le code du coffre-fort dans l'armoire, où se trouve la boîte de bijoux volés. Ackerman s'apprête à partir, mais son hôte lui propose de rester dîner. L'enquêteur accepte, sans se rendre compte qu'il va devenir le plat de résistance d'une douzaine de chiens, qui l'entourent sur ordre et se ruent sur l'homme. L'histoire ne s'arrête pas là. Un vendredi après-midi, alors que Douglas se déguise en Marilyn Monroe pour une représentation, les bandits d'Elvé d'Hugo font irruption dans la cachette. Ils trouvent Rowan et le torturent pour qu'il livre le protecteur de Martha. Lorsque le chef de bande arrive, il tue le pauvre adolescent, et ses hommes de main se dispersent dans l'immeuble. Entendant un coup de feu, Douglas donne aux chiens l'ordre « Guerre » et s'arme d'un fusil de chasse. Les chiens rusés attirent les intrus dans des pièges préparés à l'avance. L'un d'eux a été grillé dans une flaque d'eau par un fil sous tension. Un autre a été simplement malmené, quelqu'un est tombé dans une fosse couverte. Quelqu'un y a été poussé en sautant, et quelqu'un est tombé dans un piège. Résistant à la douleur, Douglas se lève de son fauteuil roulant pour suivre ses camarades. Il tue les méchants dans la fosse, et tire à travers les murs. Le nombre de bandits diminue inexorablement, mais le dernier parvient à nouer une fusillade. C'est alors qu'il est blessé. Sous les tirs, Douglas s'éloigne en rampant tandis qu'Elvé d'Hugo s'arme d'une mitrailleuse et entreprend de réduire les murs en poussière. Le patron poursuit Douglas dans des couloirs vides, et le trouve assis sur une chaise, le maquillage maculé de sueur. L'artiste pique une crise. Le criminel appuie sur la gâchette, mais il n'a plus de munitions. Douglas lève son verre, donnant l'ordre au chien, qui s'élance sur l'intrus. Plus tard, fumant à l'arrière d'une voiture de police, l'homme dit à l'officier que les chiens sont ses enfants. D'un signe de tête, il leur donne un ordre et il se précipite à l'arrière du camion. L'histoire revient à la caméra. Evelyn dit qu'elle n'a pas de questions à poser, sauf la dernière, celle de savoir pourquoi il s'est ouvert à elle. Il lui répond que c'est la douleur qui les unit. En quittant le commissariat, le psychiatre ne remarque pas le chien de garde de l'autre côté de la rue, qui hurle après les autres dès que la femme est partie. Douglas fume et sourit, puis se rase et enfile un costume. Les animaux entrent dans le commissariat, et effraient l'homme de service, qui tombe inconscient. Ils prennent les clés et les apportent sous la porte de la cellule du maître. Douglas sort de la cellule pour se rendre dans le foyer et voit le soleil se lever, juste au-dessus de l'église située de l'autre côté de la rue. Il se lève de sa chaise et sort en titubant vers l'église. S'arrêtant à l'ombre de la croix, l'homme s'adresse à Dieu, disant qu'il se tient debout pour sa gloire, et qu'il est prêt. Quelques instants plus tard, Douglas s'effondre et rend son dernier souffle, la balle logée ayant achevé ce qu'il avait commencé. Seules des dizaines de soldats entourent son corps, lui disant au revoir. À ce moment-là, Evelyn allaite son bébé et regarde par la fenêtre. Elle aperçoit un chien couché devant la maison. Un dernier salut de Douglas, censé la protéger de son agressif ex. C'est ici que se termine le film.